et Dieu nous a fait grâce d'une nouvelle journée. Alors nous disons Alhamdulillah, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque matin à partir de 7h30 pour l'aventure Bonjour le Faso qui nous conduit d'ailleurs jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Alors, cette semaine, nous sommes à Bagré pour vous faire découvrir les potentialités de Bagré Pôle. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à la pêche à cage flottante. Voilà, ça sera dans un instant. Vous aurez l'information à travers la revue de presse. Et aujourd'hui, on va poursuivre un peu avec le bilan du capitaine Ibrahim Traoré et son équipe, bilan des 3 ans de gestion avec monsieur Yacouba Ouedraogo, qui est donc analyste politique et qui est également consultant. Ça sera dans un instant. Et plus tard, on parlera aussi d'un événement à venir. Il s'agit donc du FIJAO. Et dans un instant, on va en parler également. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. L'aventure démarre tout de suite et maintenant. C'est à travers la première rubrique à la découverte. La rubrique à la découverte de nous conduit à Bagré et nous sommes installés à Bagré pour vous faire découvrir les potentialités de Bagré. On vous a parlé donc du barrage hydroélectrique, on vous a parlé donc du centre piscicole et aujourd'hui on poursuit avec notamment le poisson, la pêche et on va vous parler donc des cages flottantes de Bagré et nous allons vous inviter à écouter notamment 2 personnes qui vont nous parler de ces cages flottantes. On écoute et puis on revient. Une cage flottante, c'est une structure spécialement conçue pour l'élevage des poissons sur les points d'eau. Autrement dit, c'est un équipement d'aquaculture composé de filets et d'un cadre flottant et des ancres et d'un système d'amarrage. À Bagré ici, on doit réaliser plus de 300 cages. Voilà. Et pour le prix d'une cage flottante, le prix varie. Voilà, parce que selon la demande, je dis ça parce que ça dépend de la taille de la cage, le prix du fabricant, celui qui va fabriquer la cage, et la qualité des matériels. Voilà, genre les filets, les ancres, et puis, bon, les aciers aussi. Le moins cher, on peut aller à 1,3 million en allant. Je salue l'initiative présidentielle, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Voilà, et nous aussi, on voulait contribuer d'une manière ou d'une autre à l'émergence de notre chère patrie. Voilà, c'est ce qui nous a motivés avec cette nouvelle initiative à nous lancer aussi dans la fabrication de ces cages. Ici à Bagré, nous avons lancé la production de poissons en cage flottante le 20 juillet 2024. Actuellement, sur le plan d'eau de Bagré, nous avons environ 80 promoteurs qui sont installés et le nombre de cages installées sur le plan d'eau, c'est autour de 250. Bon, ça dépend des dimensions de la cage. Il y a 3 dimensions possibles. Il y a les cages de 100 mètres cubes, il y a les cages de 75 mètres cubes et il y a les cages de 200 mètres cubes. Je pense que pour les petites cages, c'est autour de 1,3 million et pour la grande cage, c'est autour de 2 millions. C'est une activité économique. Il faut savoir comment faire les dépenses parce que il faut savoir que c'est une première d'abord au Burkina. Il y a tout un lot de problèmes, bon, pour dire un peu les difficultés qui tournent autour. Et notre plus grande difficulté, c'est l'aliment. Voilà, et aussi, bon, comme ce sont des vivants, il y a aussi des mortalités qu'on essaye de gérer au fur et à mesure. Bon, je pense que si on arrive en tout cas, à résorber un peu le problème de l'aliment, l'activité est rentable. Oui, il y a des perspectives. Il y a des usines qui sont en train d'être mises en place à Bagré et à Boubou. Je pense que d'ici fin 2025, on aura vraiment notre première usine de fabrique d'aliments poissons au Burkina. Et nous avons commencé les récoltes le 20 décembre 2024 et actuellement nous sommes autour de 200 tonnes. Donc pour dire qu'annuellement on peut avoir plus de 100 tonnes de poissons. Voilà, comme c'est un début, voilà, c'est pas facile. Mais je pense qu'avec le nombre de cases que nous avons actuellement, on va atteindre l'objectif. Je pense qu'il ne faut pas écouter ce que certains disent de loin
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, que l'activité n'est pas rentable, il y a ceci, il y a cela. Bon, je pense qu'actuellement, si quelqu'un veut se lancer là, il peut s'approcher de nous. Et nous, on va l'accompagner sur tout ce qu'il faut. Même ceux qui viennent à fonds propres, qui ne peuvent pas recruter un gérant, nous, on met un gérant à leur disposition. Voilà, on essaye de voir comment les gérants peuvent travailler en équipe pour un peu vraiment voilà, aider les promoteurs à titre privé. Puisqu'il faut savoir ceux qui sont là. Les premiers promoteurs, ils avaient eu un fonds, un accompagnement. Ils sont venus sous forme de prêt. Voilà, ils étaient autour de 42 promoteurs. C'est-à-dire les 40 promoteurs que nous avons, en plus de 42 promoteurs, puisque je vous ai dit que nous avons plus de 80 promoteurs sur le plan d'eau et ils travaillent à fonds propres. Donc tous ces gens-là, bon, on essaye de voir comment vraiment voilà, les aider pour qu'ils puissent s'en sortir. Nous disons merci à Ahmed Joël Compaoré qui nous a interrogé, qui a interrogé les intervenants pour nous. Et je rappelle que vous avez écouté en premier lieu M. Aboubakar Sidiki Sanfo, qui est chef du volet cage flottante à Bagré. Et plus tard aussi M. Wali Djoua, donc Wali, qui est le chef d'unité technique du périmètre halieutique de Bagré. Alors justement, à Bagré, vous avez la possibilité aussi d'aller investir pour justement faire donc l'élevage de poissons avec ces cages flottantes. Merci beaucoup pour la suite. Nous allons marquer la virgule, la revue de presse et on revient pour les titres. À présent, je vous donne la lecture des titres des journaux que nous avons sous la main ce matin et nous débutons par le quotidien. Le quotidien affiche à sa une ce matin chantier d'essaimement de Karangasso, Vigué et de Lena. Nous sommes très mécontents car l'évolution n'est pas celle que nous attendions. Donc, Dixit Robert Cargogo. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, victoire des étalons du moins face aux Léonais Star, donc 1-0. Journée d'engagement patriotique et de participation citoyenne, une centaine d'engins volés restitués à leurs propriétaires. Lutte contre l'insécurité en milieu urbain, plus de 60 tonnes d'engrais illégalement importés à Ouadka. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une, en marge du forum Invest in Sénégal, le PM Rim Talba a bâton rompu avec la diaspora burkinabé. Madagascar, l'étau de la GNZ se resserre autour de Rajolina. Ouagadougou, tentative d'assassinat contre l'acteur et leader d'OSC Razo. Burkina Faso, les FDS outillés sur la RPP par le ministère de la Défense. News du jour, Mohamed Diolo, installé au TGI de Fadangourma. Zinaba Rasmane et Bassirou Badjo du Balai citoyen libéré. Premier paquet de cigarettes estampillé avec sticker. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les étalons s'imposent face aux Léonais Stars de la Sierra Leone. 0-1. Mali, une douzaine d'officiers et de sous-officiers radiés de l'armée. TGU de Fada Gourma, ouverture du procès de Maître Kéré. On passe à présent au journal Le Pays, qui affiche à sa une ce matin, police nationale, plus de 60 tonnes d'engrais illégalement importés saisis. 2 réseaux démantelés pour fraude fiscale et blanchiment de capitaux. Insécurité routière au Burkina, 1894 accidents, 1395 blessés et 82 morts enregistrés en septembre 2025. Deuxième édition du tournoi interquartier Move Holiday Foot. Zone 6 FC de Tanguay sort le grand jeu à la finale. Victoire du Burkina face à la Sierra Leone. Merci Kylian Nikiema. Révélation, interdiction de fumer dans les lieux publics. Place au bâton à partir du 17 octobre. Chu Yalgado Ouedraogo, 3 mois pour rénover les urgences médicales. Toujours à la une du journal Le Pays, diplomatie de proximité. Le Premier ministre échange avec la communauté burkinabé du Sénégal.
Restitution d'engins volés à l'occasion de la deuxième phase des journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Chaque engin restitué symbolise une victoire de la loi sur le désordre, d'excite le ministre Mamadou Sana. Engin piqué, une centaine de motos restituées aux propriétaires. C'est à lire maintenant à la une de l'Observateur Palga. L'Obs, le doyen des quotidiens privés pour terminer. Toujours à la une de ce journal, suspension de l'importation des poussins de chair vers une fixation des prix plafond de vente. Fraude fiscale et blanchiment de capitaux à Ouagadougou, 2 réseaux de malfrats démantelés. Insécurité en milieu urbain, saisie de plus de 60 tonnes d'engrais illégalement importés. Manifestation à Madagascar, l'ancien DJ ne fait plus danser l'ancien DJ ne fait plus danser les Malgaches. Éliminatoire éliminatoire Coupe du Monde 2026, précieuse victoire des étalons face à la Sierra Leone. Don des fournitures scolaires à Pelentenga, El Hadj Boukari Ouedraogo sème les graines du savoir dans sa localité. C'était le dernier titre du journal L'Observateur Palga. C'était aussi le dernier titre que nous avions sous la main. Donc, on vous invite à vos kiosques à journaux afin de lire ces différentes actualités. On va maintenant sillonner dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et puis, on marque une petite pause. On reviendra sur notamment la météo plus tard. Après une petite pause et on revient. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème water yella yella ah opaka Zak ça va? Hein? Zak ça va? Oui. Ya wanti am salibe ko nous autres lor. Mo soka la han ça va. No swaka. Nous le combien? Le 5 ouais. Mam handi mi yana kati no swa. Soya za ka shawa. Pour soya ton welinga mam kati be nana. Han wa bi hela ya. Si ne da man kalam yire nan talam le ba. Ha woto bizo ito to tan par to. Oui. Eh, mbisongo ça va. Ça va. Zakramba. Ala. Nyam sila bimbi. Ayo tienga yire kure. Tinga yira kure. Yani kibe. Pakanamla. Bon. Kuga tabla wotula nyam sidan ka yoro ay. Parat gom toni nyam de. Zabra a hali bokwa. Ntire mtana muma kumanse. A hanwa biye la bala. Tim mama propriétaire waka. Kuga taba ligda lamdata. Mam sidan ni mam ton bere turet de. Ton pension men ka sekdo we. A hanwa ba modro yo kuga taba zabra bala yunkanga. Ligda hanka yo haya bi asuri. Ce ça va. Eh, bah Zézi dans na Zézi ton location ligde. Dans na Zézi yel kanga point. A Zézi kama nyam ba fu nyam nam salame ner kan fa so ala Zézi so ala Zézi. A Zézi kam mero kan ning location de umame. Fo sida han wa mi ligda han ka yo fa ton di nyam ne ma Zézi tore. Wambi ayo. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème water yella yella ah opaka Mademoiselle Raissa Pamiari. Oui, présente. Vous êtes née le 3 septembre 2000. Oui, Vous êtes étudiante en économie. oui, Connaissez-vous Monsieur Ziabo Alidou ici présent? oui, Reconnaissez-vous avoir pris de ses mains une moto d'une valeur de 1 200 000 francs? oui. Je peux donc vous considérer comme une receleuse. Non, monsieur le commissaire. Avec le respect que j'ai envers vous, je ne suis pas une receleuse. On a fait un échange marchandises. Échange marchandises. De quelle marchandise il s'agit? Ça ne vous regarde pas. Du calme. Hein? Est-ce que vous savez que je peux vous faire conduire devant le procureur? Monsieur Ziabo Alidou. Oui, monsieur. Comment vous faites pour détourner autant d'argent? Non, monsieur le commissaire.
L'argent que j'ai prélevé n'était pas destiné à une dépense précise. C'était de l'argent qui flottait. De l'argent qui flottait? Oui. Saban TV, la télévision des nouvelles idées. Bagré est situé à environ 45 km de Tinkodgo, dans la région du Nakambe. Vous y trouverez le pôle de croissance de Bagré avec ses installations hydroélectriques, ses plaines aménagées pour l'agriculture, ses centres qui produisent le riz de Bagré et ses centres d'élevage piscicole. Le barrage de Bagré a une capacité d'1,720 milliards de mètres cubes d'eau et une superficie de 28 500 hectares. Sa construction a débuté en 1989 et la mise en eau effectuée en juillet 1992. Ce barrage hydroélectrique fait la fierté de la localité et permet de fournir l'électricité pour nos villes, en plus des activités agricoles qui s'y mènent. En plus, le pôle de croissance de Bagré dispose d'un centre d'élevage piscicole. Ce centre est le fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan. Le centre a pour vocation la production et la commercialisation des alevins. Selon le chef du centre Bassori Ouattara, sa structure produit par an plus d'1 million d'alevins. La production de poissons à cage flottante est aussi pratiquée à Bagré. Elle a été lancée le 20 juillet 2024. Plus de 250 cages flottantes sont installées sur le plan d'eau de Bagré. D'ailleurs, de nos jours, beaucoup de privés font l'élevage de poissons à Bagré. En témoignent les bassins piscicoles qu'on y retrouve. À côté de ces bassins piscicoles, vous pourrez visiter aussi un champ de cacao et de cola qui est en expérimentation. Et qui parle de Bagré, parle forcément du riz de Bagré. À Bagré, vous pourrez visiter les champs de riz et des centres d'étuvage de riz. Dans ces centres, on retrouve plusieurs coopératives de femmes qui disponibilisent le riz de qualité pour les Burkinabés.
À côté de la production du riz, les femmes de Bagré commercialisent aussi le poisson fumé et le poisson frit. On ne saurait vous présenter les potentialités de Bagré sans vous parler du centre écotouristique de Bagré. Ce centre, c'est un complexe hôtelier. Ce cadre enchanteur vous accueille pour votre séjour à Bagré. Vous allez apprécier les logements. Vous apprécierez également le calme qui y règne. Vous entendrez le bruit des oiseaux. Vous observerez aussi le lever et le coucher du soleil. Chers amis, allez-y visiter les potentialités de Bagré car vous allez aimer. Cette semaine, nous vous faisons découvrir Bagré et ses potentialités. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, pour la suite, nous allons vous parler du FIJAO. Il s'agit donc du Forum international jeunesse africaine de Ouagadougou qui regroupe plusieurs jeunes pour une seule activité, donc le FIJAO. On va en parler aujourd'hui avec le comité d'organisation. Nous sommes avec Madame Yacine Guindo. Elle est chargée de partenariat de l'association APIA. Il faut dire que c'est l'association qui porte donc le FIJAO. Bonjour, Madame Guindo. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes accompagné de Monsieur Nain Douba Silas, membre donc du comité d'organisation du FIJAO. Bonjour. Bonjour Madame et bonjour à toute l'équipe qui ont concouru à la réalisation de cette émission. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler donc du FIJAO. Mais avant de parler de l'événement, on va présenter mieux l'association donc APIA. Oui. Alors, parlez-nous de APIA. Alors, APIA est une association de jeunes et créée depuis 2018 en marge de la journée de l'Afrique. Et cette association-là est une association d'intégration. Et M. Naïdouba, qui est ici présent, est tchadien, pour vous faire comprendre que c'est une association qui se dit panafricain, parce qu'au sein de l'association, nous regroupons plusieurs nationalités, plus de 15 nationalités regroupées au sein de l'association. D'accord. Oui. Et justement, l'association, le nom, ça donne Association pour la promotion de l'intégration africaine. C'est ça. Quels sont les objectifs d'une telle association de regrouper plusieurs jeunes de plusieurs pays africains? Alors, l'objectif premier, c'est l'intégration africaine, comme le dit, et je viens de le dire tout de suite. C'est une association qui regroupe plusieurs jeunes de différents pays africains. Donc, c'est d'abord l'intégration même africaine, l'intégration des cultures, afin de promouvoir le dialogue et la souveraineté économique africaine entre nos jeunes. Alors, Monsieur Nain Douba, vous êtes tchadien, comme elle a dit tout à l'heure. Déjà, comment vous faites la rencontre de cette association et comment vous participez aujourd'hui en tant que membre du comité d'organisation du FIJAO? Merci Madame. Il faut dire que ma toute première participation à la première édition du FIJAO, c'était à la salle de conférence. Et j'ai progressivement participé également à la deuxième édition. Et cette année, j'ai eu, je dirais, l'honneur et la chance d'être dans le comité d'organisation pour pouvoir piloter cette troisième édition. Alors, mais ça veut dire qu'à la base, vous venez au Burkina pour les études. Ensuite, vous vous intéressez aux activités d'association de jeunes, n'est-ce pas? Tout à fait. Ce qui m'intéresse le plus, c'est d'abord l'intégration de jeunes Africains. Et pas seulement des jeunes Africains, mais de l'ensemble des Africains. Il faut dire également que lorsque les Africains se mettent ensemble, ils sont puissants dans tout le secteur. Donc, je suis non seulement animé par l'esprit de l'intégration, mais par l'esprit aussi de la cohésion, de la solidarité et de la vraie fraternité. Parce que la fraternité, ça ne se dit pas seulement dans les mots, mais ça se démontre. C'est ça. Et vous qui êtes justement dans notre pays, pas forcément du Burkina Faso, en participant au FIJAO, et qu'est-ce que vous espérez en tout cas d'une telle organisation, d'une telle activité de jeunesse? D'abord, c'est ce que on pourrait, ou ce que nous espérons, c'est d'amplifier la voix de la jeunesse. Et qui est mieux pour parler au nom de la jeunesse que nous sommes, que vous êtes, c'est nous. Donc il faut se mettre ensemble pour mettre nos énergies, nos intelligences ensemble et les traduire en action. Et aussi de les faire savoir au centre de décision, qui sont nos autorités dans nos différents pays.
Parce que lorsque les jeunes se mettent ensemble pour traiter certains sujets en lien avec l'économie, le social, le culturel et la politique, sont beaucoup plus entendus par les plus hautes autorités de notre pays, le Burkina, et aussi dans bien d'autres pays africains. Alors, Madame Guindo, on revient maintenant sur le FIJAO. C'est la 3e édition cette année. Et je sais qu'on a reçu justement des membres du comité d'organisation des éditions passées également sur ce plateau. Est-ce que déjà le FIJAO tient ses promesses? Est-ce que quand l'édition arrive comme ça, il y a des gens qui attendent le FIJAO chaque année? Oui. L'édition est à la 3e année, comme vous l'avez dit. Et oui, le FIJAO tient ses promesses. Parce que depuis la première édition, vous vous souvenez que sur ce plateau-là, nous sommes revenus avec des engagements que nous avons pris depuis la première édition, qu'on a respectés durant toute l'année, puisque ces engagements ont été traduits en plan d'action pour l'association. Et à la 2e édition aussi, c'était pareil. Et cette année, une des particularités, en plus des engagements que nous allons prendre à la 3e édition, il y a un appel à projet que le forum APIA, à travers le forum, a lancé un appel à projet pour permettre à ces jeunes-là qui ont des idées ou qui sont déjà en train de travailler, qui ont un projet sur lequel ils travaillent, de postuler à cet appel à projet afin que les membres du jury qui seront constitués pour la sélection de ces projets-là puissent les capter pour qu'on puisse voir ensemble comment les appuyer techniquement et voir financièrement, pourquoi pas, ces projets-là. Donc voici le point spécial, en plus des engagements que nous allons prendre cette année pour le FIJAO. Ça, c'est une innovation pour la 3e édition. C'est une innovation, oui. C'est bien de restituer le contexte aussi, le FIJAO, donc Forum international jeunesse africaine de Ouagadougou. Comment il est né ce forum et c'est quoi la vision? Alors, comme je le disais, même la création de APIA est née, c'est venu d'une idée panafricaine, c'est venu d'une idée, c'était en marge de la journée de l'Afrique. Et ce forum-là, on s'est dit, on faisait un festival appelé le festival Farafina. Et ce festival-là regroupe plusieurs communautés. Et à travers ce festival, on fait quoi? Il y a l'art culinaire, il y a l'art vestimentaire, il y a aussi, comment on appelle ça? Il y avait des activités en lien avec la promotion de la culture africaine en général. Bien sûr, en général. Alors, et c'est ainsi que nous nous sommes dit, en plus du festival, pourquoi pas ne pas rassembler les jeunes d'ailleurs? Parce que c'est vrai, le festival recoupe les communautés, les différentes communautés vivant au Burkina Faso. Mais nous voulons aussi que les communautés qui ne vivent pas au Burkina Faso puissent participer à une activité de APIA. Et c'est ainsi que nous avons réfléchi et nous avons pensé au Forum international de la jeunesse africaine. Et durant ce forum-là, plus de 150 internationaux se déplacent vers le Burkina Faso afin de participer à ce forum. Donc, vous voyez un peu que l'objectif est atteint, je peux dire. Et la vision de APIA, c'est vraiment une intégration africaine. Oui. Et pour cette année, la 3e édition, vous vous attendez à recevoir combien de jeunes pour le forum? Déjà, national, nous sommes à plus de 1000 inscrits. Plus de 1000 inscrits. Et niveau international, nous sommes à 146. Ah oui. Donc, ça avoisine encore les 150 oui. Pratiquement. Pratiquement. Ok. Alors, le FIJAO, donc, vous l'avez dit, vous avez participé sur 2 émissions. Ensuite, la 3e émission, vous faites partie du comité d'organisation. Et qu'est-ce qui est important pour un jeune de participer au FIJAO? D'abord, il faut se dire que ce qui est important, le plus important pour nous jeunes et pour l'ensemble des Africains, c'est l'engagement citoyen. L'engagement citoyen commence d'abord par la participation de chaque jeune dans ces différentes activités qu'organise APIA. Et il y a aussi, le plus important, c'est la solidarité. La solidarité est également
la valorisation également de talents des Africains, des jeunes Africains, et aussi ce qu'on appelle ici l'engagement et la valorisation de l'intégration. De l'intégration, tout à fait. Aujourd'hui, votre cheval de bataille. Tout à fait. L'intégration donc des jeunes Africains. Ouais. Alors, Yacine Guindo, on va parler maintenant du programme. Pour cette troisième édition, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous allez montrer à ceux qui vont venir et tout? Alors, on a parlé du FIJAO et déjà la date c'est le 24 octobre. Le 24 octobre de ce mois. Et le thème de cette année c'est la souveraineté économique, innover, entreprendre afin de bâtir l'Afrique de demain. Alors, le programme du FIJAO, comment le FIJAO va se dérouler cette année? Nous invitons déjà les jeunes à... C'est vrai que nous sommes à 1000 et quelques, mais nous vous invitons encore, pour l'appel à projet qui a été lancé, de veiller, si vous avez toutefois des idées, à postuler afin de bénéficier des avantages du forum de cette année. Comme programme, nous avons des panels. D'accord. Nous avons des panels avec des hautes autorités, des entrepreneurs chevronnés. Il y a aussi des cadres d'entreprise qui seront là. Et tous jeunes, entre jeunes, on va discuter et on va voir comment amener cette Afrique-là loin. Et généralement, le FIJAO se tient en un seul jour ou bien c'est plusieurs jours? En un seul jour. Okay. Depuis que le FIJAO se tient, ça se tient en un seul jour. Et pourquoi pas en 2 jours pour des prochaines éditions. Pourquoi pas? Ça veut dire que, en fait, quand vous parlez de panel, de communication et tout, ça veut dire que vous êtes avec les jeunes pratiquement du matin au soir? Oui, pratiquement du matin au soir. Ça sera vraiment intéressant, d'autant plus que nous aurons des personnes de qualité dans la salle. Nous, jeunes, nous sommes déjà des personnes de qualité. On va rencontrer des personnes de qualité, donc autant profiter de ce petit temps. Je peux dire que c'est un petit temps parce que ce sont les personnalités qui seront là, ce sont des personnes qu'on ne peut voir très souvent. Donc, le peu de temps que le FIJAO va les offrir pour discuter, pour échanger, c'est de vraiment maximiser la communication et partager les expériences, élargir les contacts et c'est parti. C'est l'occasion de profiter. C'est ça. Donc, se faire des contacts. C'est ça. Pour cette édition, vous avez dit c'est le 24, ça se tient où? Ça se tient à la salle de conférence de Ouaga 2000. À partir de quelle heure? 7 heures, on peut dire. Il faut être là plus tôt. Il faut être là plus tôt pour avoir accès à la salle et pour pouvoir aussi bénéficier de toutes les commodités. Ok. C'est quoi comme commodité? C'est le petit déjeuner, c'est pas en fait, après on fait des pauses café, des pauses déjeuner. C'est ça, prendre les forces avant de commencer, ou même faire des photos. Il y aura un espace vraiment pour faire les photos et avec les centres des entreprises, visiter les entreprises qui seront là, prendre des renseignements. Ah, donc le FIJAO, c'est en même temps une exposition? Oui, le thème de cette année, c'est la souveraineté économique. Et nous voulons offrir en fait à ces jeunes-là une large possibilité d'intégration dans le sphère du travail. Voilà, donc nous allons inviter des entreprises à venir exposer et voir même dans quelle mesure ces entreprises-là pourront octroyer des, comment on appelle ça, des audiences à ces jeunes qui viendront, peut-être avec leur CV, voilà, et une audience pour de futurs recrutements, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment le plus de cette année. Inscrivez-vous, voilà. Alors, le plus aussi, c'est notamment l'appel à projet. C'est ça. Que vous avez dit. Donc, vous en parliez tout à l'heure. Est-ce qu'à ce jour, on peut toujours s'inscrire, on peut toujours présenter son projet pour espérer être sélectionné? Oui, c'est possible parce que l'appel à projet a été lancé hier. Mais j'invite les jeunes à aller rapidement parce que... ça se passe comment? On s'inscrit comment? Il y a un Google Form qui est sur la page de Appia. Quand vous tapez Appia sur Facebook, vous allez voir le Google Form de l'inscription pour l'appel à projet. Vous cliquez dessus, vous suivez la procédure et les processus. Et après ça,
vous envoyez, vérifiez que vous avez envoyé votre projet surtout, parce que c'est important. Ok. Et, dans le processus, il y a envoi du projet. Oui, il y a envoi du projet. Donc, veillez à ce que ça soit vraiment vert et rassurez-vous réellement. Et après ça, on a une semaine. Hein. On a une semaine. Nous, jeunes, nous avons une semaine pour postuler. Et après ces une semaine là, ça sera vraiment la sélection, la présélection. Et c'est le 24 qu'ils ont le résultat ou pas? Oui, le 24. le jour de la cérémonie. Le jour de la cérémonie, c'est ça. Ok. Alors, Monsieur Nain Douba, voilà, j'y arrive. Alors, vous êtes membre du comité d'organisation justement du FIJAO. Et généralement, le FIJAO, ça se termine par des engagements. Comme Yacine Guindo le disait tout à l'heure, des engagements qui sont concrétisés après, donc à travers les actions. Et pour cette année, est-ce que vous allez encore respecter, voilà, établir des engagements? Oui, justement, cette année, comme à l'accoutumée, les engagements vont toujours se tenir. Et c'est les jeunes, c'est l'ensemble des participants qui vont mettre leurs idées ensemble pour envoyer au niveau de décideurs. Pour qu'ils puissent également nous écouter et nous assister dans notre vision et dans ce que nous voulons pour l'Afrique d'aujourd'hui et pour l'Afrique de demain. Donc les engagements vont bien et bien se respecter. Yacine Guindo, pour peut-être ajouter sur les engagements. Oui, disons que ces internationaux-là qui viennent à chaque fois pour le FIJAO, quand ils repartent, ce sont des ambassadeurs de APIA dans leurs pays respectifs. Et quand les engagements sont pris, tenez-vous bien que les engagements ne sont pas uniquement qu'au Burkina Faso, mais aussi dans ces différents pays-là, parce que nous avons des ambassadeurs de APIA dans ces pays. Donc, ce n'est pas seulement sur le plan national, mais les engagements sont pris en réalité sur le plan international aussi. Voilà, donc c'est important de le préciser parce qu'il y a un rapport qui est fait à chaque année pour capitaliser toutes ces actions-là qu'on a menées ensemble. C'est que moi je me demande, est-ce que vous vous retrouvez avec les mêmes engagements pratiquement pour même les représentants de APIA ailleurs, une fois le FIJAO terminé, ou bien chaque pays a ses engagements? Non, ce sont les mêmes engagements, mais adaptés selon le pays dans lequel nous sommes. C'est ça. On attend combien de nationalités pour cette année? Pour chaque année, les nationalités ne font qu'augmenter parce que la première édition, on était à 15 nationalités. La seconde édition, on était à 17. Et cette année, on n'a pas encore fait tout le dépouillage. Nous sommes à 46 internationaux inscrits. Donc, et je vois qu'il y a l'Afrique du Sud qui s'est ajoutée. Il y a l'Espagne aussi. Ah oui. Donc, je me dis qu'à chaque fois, il y a toujours un plus pour le FIJAO. Maintenant, les jeunes qui veulent participer, qui veulent venir dans la salle écouter les panels, les communications, se tisser donc des relations et avoir des adresses, et c'est quoi les conditions pour un jeune de participer au FIJAO? Il faut être jeune d'abord. De quel âge à quel âge? Parce que pratiquement cette notion de jeune là. Alors, disons de 18 à 35 ans ou même plus, mais c'est pas sectionné. D'accord? Tout jeune qui est capable de discuter, de dialoguer, qui a un projet en tête, peut vraiment s'inscrire pour le FIJAO. Parce que nous allons inviter aussi les universités, les lycées à venir participer à ce forum-là. Donc, c'est un forum de jeunes. D'accord. Donc, tout jeune, vous faites jeune d'abord, les autres conditions? Alors, comme condition, il n'y a particulièrement pas de... C'est de s'inscrire. C'est de s'inscrire parce qu'il y a un Google Form qui est là, n'est-ce pas? Voilà, un Google Form qui vous permet de laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous recontacter pour vous montrer que vous êtes sélectionné à participer au FIJAO. Oui. Merci beaucoup. Alors, messieurs et dames, quel est votre mot de fin? Quel est votre invite à l'endroit de la jeunesse burkinabé concernant donc le FIJAO qui arrive, 3e édition, et c'est le 24? D'abord, notre dernier mot, on pourrait dire que personne viendra au Burkina ou encore sur le continent africain nous assister, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social ou encore sur le plan intellectuel. C'est à nous, jeunes Africains burkinabés, et nous saluons de passage APIA pour cette belle initiative. Et nous espérons et nous souhaitons que cette initiative puisse avoir aussi
beaucoup de représentants dans les restes des pays africains. Donc, personne ne viendra nous dire faites ceci ou faites cela. C'est à nous de se mettre ensemble et voyons quel est le format le mieux adapté à notre environnement ou encore à notre société. Merci. Donc, c'est d'appeler donc l'ensemble des lycéens, des universitaires et aussi des entrepreneurs à bien vouloir venir participer à cette 3e édition qui est en cours. Et vous serez surpris aussi des entrepreneurs et également de personnalités qui seront là. Merci Yacine Guindo pour finir. Alors, pour finir, moi je dirais que nous sommes jeunes et nous représentons près de 73% de la population. Et ensemble, nous allons vraiment bâtir le Burkina, l'Afrique de demain. Soyez avec nous pour ce 24-là au Fijao. Merci. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés. Merci. Alors, merci Yacine Guindo, chargé de partenariat de l'association APIA, qui porte le projet donc, du Forum international jeunesse africaine de Ouagadougou, Fijao. Et merci à vous, monsieur Naïna Douba. Donc, Silas, vous êtes membre du comité d'organisation du Fijao. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Saban TV, la télévision des nouvelles idées.
Et nous sommes de retour sur ce plateau. Pour la suite, nous allons passer à présent à la rubrique invité. Nous recevons ce matin M. Yacouba Ouedraogo. Il est consultant et analyste politique. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité du Burkina Faso. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour, madame. Bonjour aux téléspectateurs de Savane FM. Savane FM et Savane TV en même temps. Savane TV, ok, voilà. Merci à vous d'être sur ce plateau. Alors, M. Ouedraogo, comment ça se passe? Comment vous occupez vos journées, vu que les questions politiques sont en stand-by pour le moment? Comment on s'occupe? Merci, madame. Il faut dire que politicienne, oui, mais la gestion d'un État est toujours faire de la politique. Et bon, naturellement, je suis un homme d'affaires. Et je suis un chef d'entreprise, donc je m'occupe de mes affaires personnelles et j'ai aussi un regard très responsable sur la vie de la nation. Et en tant que jeune burkinabé, et vu le leadership et la vision du président capitaine Ibrahim Traoré, qui fait un énorme travail pour la libération du pays et imposer une certaine souveraineté retrouvée, donc naturellement, on l'accompagne aussi, on met les petits plats dans les grands plats à l'ombre, pour les accompagner autant qu'on peut. Ouais. Donc, ça ne dérange pas, même si on faisait partie, on fait partie d'un parti politique. Et c'est ce que j'ai dit naturellement. La politique, c'est quoi? La politique, c'est l'art de gérer la cité. Et ce n'est pas forcément qu'on a perdu les avantages d'hier, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain aujourd'hui. Et le Burkina Faso, c'est la terre de nos ancêtres et c'est naturellement aussi la terre de nos progénitures. Nous devons poser des actes nobles pour que demain ceux qui viendront soient fiers de nous. C'est pas parce qu'hier on était MPP ou on a occupé des postes politiques qu'aujourd'hui avec la révolution populaire qui cadre surtout avec la vision du pays et dans des contextes très difficiles et nous devons en tant que politique reconnaître qu'à un moment donné aussi de notre gestion nous avons péché et on a eu fait des erreurs et le Burkina était réellement dans une situation d'impasse. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle dynamique, cette nouvelle gestion, le pays est en train de retrouver l'équilibre et c'est tant mieux pour les Burkinabés et tant mieux c'est pour nous tous. Et nous sommes obligés, en tant que Burkinabés, d'accompagner cette dynamique. Merci bien. Aujourd'hui, je profite aussi à appeler tous ceux qui sont politiques, des jeunes politiques et autres, de laisser, de se démarquer de leur casquette politique, politicienne, de la manipulation pour accompagner le jeune capitaine, qui est d'ailleurs notre petit frère et qui parvient qui est en train de réussir là où beaucoup ont échoué. Donc je pense que nous devons nous mobiliser pour l'accompagner pour le bien-être du Burkina Faso et naturellement pour nous, notre propre bien-être. Merci bien, M. Ouedraogo. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pour avoir votre lecture sur la situation nationale. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la gestion du pouvoir actuel 3 ans après? Il faut dire que sans démagogie aucune, avec beaucoup de honnêteté, je suis presque satisfait de cette gestion. Il faut dire que quand les capitaines prenaient le pouvoir, le Burkina Faso était à un niveau d'insécurité très prononcé. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a une lueur d'espoir parce qu'il y a des zones qui étaient totalement sous l'emprise terroriste et aujourd'hui, ces zones sont libérées. Il y a des axes qu'on ne pouvait pas emprunter. Aujourd'hui, on parvient à emprunter ces axes. Je vous donne juste un indice. Ouéguia-Titao, c'était impossible de faire 5-10 km après Ouéguia sur l'axe Titao. Mais aujourd'hui, l'accès est totalement libre et sécurisé. Et Dédougou, Nouna, en allant jusqu'à la frontière du Mali, c'était impossible de pratiquer cette zone-là. Mais aujourd'hui, grâce au dynamisme, au leadership du capitaine Ibrahim Traoré et aux forces conjuguées de nos FDS et de nos VDP, naturellement, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis sur le terrain. Et ça, nous ne pouvons pas passer ce silence, ces aspects, ces efforts. Et en plus de cela, il a su organiser l'armée. Il a su unifier les hommes. Et il a aussi donné cette vivacité à nos hommes sur le terrain pour qu'ils puissent agir. Et ça, c'est quelque chose de très important. On aime dire qu'on ne peut pas, que c'est difficile de courir et se gratter, mais je pense qu'au Burkina Faso, ils sont en train de montrer au monde entier que ce qui n'était pas possible hier est possible aujourd'hui. Lutter contre le terrorisme très prononcé et
poser des actes de développement sociaux, développement sur le plan social et que sur le plan économique, c'est quelque chose de très bien et il faut le saluer. On va revenir sur ces aspects tout à l'heure. L'actualité, c'est notamment aussi la dernière sortie du président à l'occasion de la montée des couleurs. Vous avez vu, il a surtout aussi attiré l'attention sur notamment le financement de médias internationaux et d'ailleurs qui a cessé sous son ordre. Qu'est-ce que vous pensez déjà de l'existence d'une telle pratique? Oui, mais il faut dire qu'on était hier sous l'emprise impérialiste. On était pris en proie par ces forces qui nous empoisonnaient à travers leurs médias, tels que RFI, je vais dire Jeune Afrique et autres. Aujourd'hui, le fait que cette nouvelle dynamique les empêche de déployer cette technique sur le terrain, naturellement, ils ont trouvé d'autres manières de financer même un certain nombre d'organes à l'interne pour qu'ils puissent passer d'une manière subtile leur message, faire de la démagogie, de la désinformation et même de la démobilisation. Mais comme aujourd'hui nous avons accès à un renseignement très poussé, un renseignement de dernière génération avec des hommes et des femmes dévoués pour en tout cas protéger le Burkina Faso, ce que le président a dit est une réalité. Il y a des mains invisibles qui ne veulent pas qu'on réussisse notre révolution, qui ne veut pas qu'on soit souverain et qu'on puisse exploiter convenablement nos ressources. Donc ils sont prêts à passer par des ONG, ils sont prêts à passer par des médias corrompus pour pouvoir en tout cas saper l'effort qui est fait sur le terrain. Et même souvent des défenseurs des organes, comme on appelle des droits de l'homme, et qui regardent les terroristes tuer, comme on appelle des citoyens, des Burkinabés, des hommes, comme on appelle vertu de paix et de justice, ils passent sous silence. Mais dès que nos forces de défense et de sécurité allument le feu sur ces terroristes-là, ils crient au scandale, ils crient au génocide, ainsi de suite. Mais il faut que le peuple reste résilient, mobilisé pour suivre la directive, comme on appelle, du gouvernement. Alors, avant ça, il y a eu son échange, l'entretien avec la presse nationale et internationale. Oui, vous, quel est le point qui a retenu votre attention? Il faut dire que j'ai suivi le président en tant que bon républicain et en tant que jeune progressiste. Parce que nous ne dissocions pas politique et le progrès et la construction de la nation. J'ai suivi le président avec beaucoup d'intérêt. La partie qui m'a... Il y a 3 ou 4 points qui m'ont vraiment touché. D'abord, concernant son développement sur la sécurité. Il a rassuré le peuple burkinabé que l'armée est montée en puissance. Et ça, c'est une réalité. Et quand il venait, il a dit que l'armée n'était pas équipée ni entraînée et convenablement. Aujourd'hui, c'est ce fait. Nous avons vu assez d'équipements rentrer dans les Burkina Faso que l'armée a pu en tout cas présenter à la presse. Nous avons vu aussi cette formation. Il a même dit que la manière dont nos BIR sont formés, nulle part au monde, on peut trouver cette manière de former là et personne ne sait comment ils sont formés. Et ça, ce sont des déclarations qui rassurent les Burkinabés. Il a aussi dit que l'armée dans sa globalité est prête aujourd'hui à aller au charbon et il n'est hors question, guère question, que notre force extérieure vienne les appuyer sur le terrain et les militaires burkinabés ont décidé fermement de lutter et de libérer leur territoire, de protéger les civils et les biens du pays. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment retenu l'esprit. Il a aussi développé le côté développement. Ce qui est très difficile de faire, comme je disais tout de suite, c'est de lutter et en tout cas continuer à construire le Burkina Faso. Aujourd'hui, si vous sortez, vous tournez dans les villes de Ouagadougou, Bobo, Dioulasso, je suis même rentré hier de Bobo, et moi je tourne un peu dans la sous-région. Je vois aujourd'hui comment le Burkina est en train de, comme on appelle, de se construire, à travers beaucoup de projets tels que les Faso Mebo et autres choses. Et en plus de ça, l'éveil des consciences de la jeunesse, avec l'immersion patriotique, le président est en train d'inculquer à cette population des valeurs qu'on avait oubliées hier. Malgré son jeune âge, il faut reconnaître que il a quelque chose dans la tête et je pense qu'il est en avance d'ailleurs sur sa génération. Alors, il a surtout laissé les Burkinabés et les Africains, pour ne pas dire le monde, en réflexion aussi, en parlant de l'albinos noir. Beaucoup sont à la recherche de cet albinos noir-là. Vous en savez quelque chose? Bon, je ne suis pas dans les secrets du Dieu, je ne vais pas aussi
interpréter les propos du président pour ne pas être dans les décors. Mais comme vous m'avez posé la question, je donnerai ma petite lecture, ma petite façon de voir les choses. Pour moi, la question, cette phrase-là est venue dans un contexte de questions où il est en train d'expliquer un peu la montée de nos forces de défense et de sécurité. Il est en train d'expliquer la stratégie de nos forces de défense pour venir à bout du terrorisme. Et il a dit que bientôt, vous allez voir l'albinos noir circuler. Voilà. L'albinos noir, pour moi, c'est encore l'acquisition d'appareils très sophistiqués des dernières générations qui va encore implémenter, donner plus de souffle et plus d'énergie dans cette lutte-là pour que rapidement on puisse retrouver la quiétude. Ça peut être des aéronefs très très sophistiqués que les gens ne pouvaient pas imaginer que le Burkina pouvait acquérir et qui va bientôt sillonner le ciel pour frapper les terroristes. Ça, c'est ma lecture de la chose. Merci bien. Alors, on parle maintenant de l'AES. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la trajectoire de l'AES aujourd'hui, depuis sa création jusqu'à maintenant? Madame, il faut dire que moi, je suis plus que satisfait de l'AES. Je suis un pur produit de l'AES, né à Ségou au Mali et originaire du Burkina Faso du Yatina. Et quand je vois le brassage aujourd'hui de ces trois pays, tout de suite, je peux vous dire que le décollage, la libération de l'Afrique vient de l'AES. J'étais à Niamey il n'y a pas longtemps. J'ai vu là-bas comment les populations sont mobilisées pour soutenir l'action AES. J'étais à Bamako également. J'ai fait les tours pour voir et essayer de mobiliser les jeunes pour qu'ils puissent soutenir les actions de l'AES. Vous savez, hier, il était hors de question qu'un Africain s'élève pour dénoncer avec courage toutes ces pratiques et dessiner les accords coloniaux. Les Thomas Sankara l'ont tenté, ils ont fait un travail énorme, mais à la fin, on a pu avoir les peaux. Par complicité et, comme on appelle, des mécréants à l'interne. Mais aujourd'hui, parce qu'en ce temps, il était seul. Et même les Lumumba, ils étaient seuls. Aujourd'hui, nous avons une force unifiée de trois pays frontaliers, comme on appelle, liés par l'histoire, la géographie et un destin commun. Je pense que c'est une expérience et ce sont des actions salutaires que toute l'Afrique doit se développer, doit se mobiliser pour soutenir. Aujourd'hui, si vous voyez la sortie de nos chefs d'État, si vous voyez comment ils sont plébiscités, si vous voyez comment Ibrahim Traoré lui-même impose un leadership au sein de cette jeunesse africaine, sinon j'allais dire mondiale, c'est historique. C'est parce que derrière, il y a une force. Derrière, il y a une population mobilisée. Derrière, il y a une jeunesse aujourd'hui éclairée qui n'est plus prête à subir et qui n'est plus prête à courber l'échine devant l'impérialisme, devant une certaine menace venant de l'extérieur. Et ça, on ne peut pas réussir seul. Il faut dire qu'un doigt ne peut jamais ramasser une farine. Donc le Mali est un grand pays, un pays que je connais très bien. Le Burkina Faso, un grand pays avec des hommes très valeureux, avec des femmes très courageuses, et le Niger également. Si vous fuyez l'histoire, le peuple du Sahel est un peuple noble et combatif depuis l'histoire. Parce que c'est cet espace-là qui a connu Samori Touré, il est de, comment on appelle, il est de l'AES. Et il y a eu beaucoup de grands noms également dans l'histoire que je vais passer sous silence, mais c'est pour dire que nous sommes les descendants de ces braves hommes. Et aujourd'hui, unifier notre intelligence, fédérer notre force, et conjuguer ensemble, et chercher une économie unifiée, une monnaie commune. Je vous dis que d'ici quelques mois, d'ici quelques années, l'AES va gouverner l'Afrique. Et le départ de cette souveraineté tant recherchée par les Africains viendra de l'Afrique et viendra surtout du grand leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Vous parlez de souveraineté. Ces pays d'ailleurs se sont retirés récemment donc, de la Cour pénale internationale. Votre avis? Il n'est pas caché à quelqu'un que la Cour pénale internationale est un instrument simplement de domination, de menace pour les pays faibles, surtout les pays africains. C'est un instrument de l'impérialisme que l'impérialisme utilise contre les Africains. C'est-à-dire un chef d'État qui ne va pas dans la direction, je veux dire clairement, de la France, qui essaie de s'émanciper, qui travaille pour le développement de sa communauté, de sa nation, au détriment, c'est-à-dire des intérêts de la France. Tout de suite,
Soit on crée une révolution à l'interne. Si on ne parvient pas à le faire tomber par cette révolution interne-là, on l'accuse par ces ONG de droits de l'homme et autres pour pouvoir venir les prendre tranquillement, aller les cacher, et comme on appelle quelque part là-bas. On a vu le cas de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, la vérité est là, comme voilà, et elle est palpable sur le terrain. Tout le monde voit maintenant la réalité. Sinon, comment comprendre que deux personnes luttent sur le terrain et commettent les mêmes actes? On prend un, on l'accuse, pour rien, on les garde pendant 10 ans, et après on les libère, on dit que non, son dossier est vide, et l'autre est toujours là en train de gouverner, en train de chercher un 4e mandat, et il se donne même, je vais dire, le plaisir d'essayer de torpiller ses voisins parce qu'ils cherchent leur indépendance, ils cherchent leur souveraineté, ils cherchent le bien-être de leur population. Bon, c'est 2 poids 2 mesures, et je pense que nos chefs d'État ont bien fait de quitter cette mascarade de justice qui n'a pas de déontologie juridique pour nos populations et qui ne fera que nous mettre en retard. Et donc, ils ont quitté, et moi je pense que c'est un chemin de non-retour. Et il faut rester dans cette dynamique, dans cette vision, pour créer maintenant, dans notre espace, une juridiction qui prendra en compte nos valeurs et nos aspirations endogènes et qui mettra en place un organe qui pourra en tout cas trancher les questions de justice et d'équité pour que les populations puissent se sentir réellement en équilibre. Et vous avez évoqué la Côte d'Ivoire. Lors de l'intervention du président du Faso, il est revenu sur cet aspect-là. Quoi qu'on dise, il y a des relations tendues aujourd'hui entre les dirigeants ivoiriens et les dirigeants burkinabés. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé que la Côte d'Ivoire héberge malheureusement des ennemis du Burkina. Mais il a dit, c'est clair, il a dit qu'il n'y a pas de problème entre Ivoiriens et Burkinabés. Les deux peuples n'ont pas de problème. Le problème se situe au niveau de la gestion politique. Et ça, ce n'est pas caché. La Côte d'Ivoire héberge les apatrides du Burkina Faso, ceux qui tentent de déstabiliser notre pays. Et cela n'est pas caché. Et ça, c'est un. Et deuxièmement, nous savons également que les dirigeants ivoiriens aujourd'hui sont manipulés depuis hier par la France, par l'impérialisme. Et ils mettent tout en œuvre pour que l'UEMOA et je vais dire la CEDEAO agissent contre nos différents chefs d'État. Vous avez vu les embargos qu'ils ont posés sur nos pays. Vous avez vu la déclaration de Dramane Ouattara qui avait demandé à ce que la force de la CEDEAO se mobilise pour bombarder le Niger. N'eût été l'ultimatum du capitaine Traoré et puis le général Assimi Goïta, ça allait être chose faite. Ils allaient aller tuer des innocents africains inutilement pour l'intérêt de la France. Et ça, le capitaine a bien fait de dénoncer les choses d'une manière fracassante, et je pense qu'à chaque fois s'il y a opportunité et qu'ils sont au courant de certaines manipulations venant des voisins, il faut dire clairement, comme on appelle, à la population pour que le peuple puisse savoir comment se comporter. Parce que nous avons des frères, des cousins, des sœurs et autres à Abidjan, et en Côte d'Ivoire. On n'a rien contre ce peuple, ce vaillant peuple, ce beau peuple, et très hospitalier, mais la politique qui se mène là-bas actuellement n'arrange pas notre État. Et là, nous devons être sincères. Même si tu n'aimes pas, tu n'as pas de problème à ta belle-mère ou la co-épouse, comme ta marâtre, si elle fait un combat avec ta maman, tu souhaiterais que ta maman la terrasse. Et nous souhaiterons que le Burkina Faso, les pays de l'AES, avancent sur cette directive de souveraineté et de lutte contre le terrorisme, qu'on puisse récupérer l'entièreté de nos espaces, exploiter de nos richesses, créer de l'emploi pour la jeunesse et créer l'autonomisation pour les femmes et les anciens. Mais ça ne peut pas se faire tant que on ne dit pas certaines choses, tant qu'on ne se bat pas contre certaines pratiques à nos frontières. Parce que si les terroristes attaquent le Burkina et ils partent se coucher à Abidjan, le président l'a dit, c'est une poudrière de demain pour les Ivoiriens. Et nous ne souhaitons pas qu'il y ait des représailles en Côte d'Ivoire, parce que nous avons des parents là-bas. Il y a des Burkinabés, beaucoup de millions de Burkinabés, ils vivent. Donc, il est temps que cette nation-là comprenne que hier, nous, on avait un chef d'État aussi qui hébergeait des terroristes chez nous, et aujourd'hui, c'est eux qui nous endeuillent. Donc, ça peut être pareil là-bas. Le moment pour nous va finir là, nous, on ne souhaite pas, ça peut être le commencement pour eux. Donc, il faut tirer les conséquences, comprendre qu'on est africains, que nous sommes frères et sœurs, et que nous devons nous donner la main. Le blanc, il ne se bat que pour ses propres intérêts. Il travaille comme si il travaille comme les animaux de la jungle. Quand le lion sort le matin, c'est ce qui l'intéresse, c'est quoi avoir pour venir donner à ces lionceaux. Ce n'est pas la beauté de la biche ni la beauté de l'antilope qui l'intéresse. S'il trouve, il casse, comme on appelle, le cou, il vient donner la proie à ses enfants. Et le blanc, il regarde l'Africain pareil. Et nous devons leur dire aussi que nous aussi, nous allons, à partir de maintenant, se comporter face à face
les comportements, notre réaction. Vous avez parlé tantôt du fait que les autorités burkinabées allient lutte contre le terrorisme et développement. Donc, on va parler maintenant des initiatives. On a vu l'initiative Faso-Mebo. Vous avez évoqué tantôt donc l'immersion patriotique. Aujourd'hui, on a l'offensive agro-silvo-pastorale et tout ça. Donc, que pensez-vous de ces initiatives présidentielles qui visent notamment à faire développer plus le Burkina Faso? C'est voilà pourquoi il faut soutenir cette lutte-là. Moi, je suis homme politique. J'ai vu beaucoup de régimes du Mali comme au Burkina Faso gérés sous l'emprise sous des régimes démocratiques, mais sous l'emprise de l'impérialisme et de la domination coloniale. Ils avaient de très bonnes initiatives, mais ils ne parvenaient pas à dérouler par manque de financement ou par manque de volonté politique. Parce que tu montes ton dossier, tu envoies, la Banque mondiale, sur l'influence de l'impérialisme, va vous dire que ça, on ne peut pas financer. Ou même si on vous finance, le projet que vous voulez réaliser là, si c'est à Samandéné, ils vont vous dire d'aller réaliser ça, comment on appelle ça, à Djibo, tout en sachant que ça n'aura pas les mêmes portées, ni les mêmes intérêts pour la population. Il y a des impositions. Il y a des impositions. Aujourd'hui, il y a des dictats. Aujourd'hui, nous avons les mains libres d'agir comme on veut. Si vous regardez le monde silvo-pastoral et les paysans, je profite du micro, saluer les dynamismes du jeune ministre de l'Agriculture. Le ministre Sombier. Le ministre Sombier, c'est extraordinaire. Les sacs de maïs aujourd'hui coûtent 15 000 francs sur le marché. Et d'ici la fin des récoltes, ça va encore chuter. C'est une première au Burkina. Il faut reconnaître également que le Burkinabé commence à consommer du poisson frais, bio, directement, pêché dans nos cages flottantes au niveau, de nos barrages de Samandéné et de Bagré. Et en plus de cela, il y a beaucoup d'autres projets qui sont en gestation dans les domaines de l'élevage et autres. Nous ne pouvons que saluer. Produire, transformer, consommer, commercialiser au Burkina Faso et importer les restes, exporter les restes. Ça, c'est la vision actuelle du président du Faso et du ministre de l'Agriculture. Et c'est une réalité. Vous avez vu qu'on est en train on a inauguré beaucoup d'usines. Et il y a beaucoup d'usines qui sont en construction. Et ça, ce sont des projets que les gens doivent accompagner. Les paysans, ils ont bénéficié des intrants, ils ont bénéficié des semences de qualité et en quantité. En plus de cela, il faut saluer la diplomatie. Je salue aussi au passage notre ministre des Affaires étrangères qui fait un travail énorme. Et depuis même, je vais dire, l'avènement de la transition jusqu'à aujourd'hui, tous les ministres qui sont passés à la tête de ces départements ont déployé des énergies et des efforts importants. Je salue aussi Madame Olivia Oramba et Jean-Marie Traoré qui ont tout fait pour que le Burkina Faso reste un État fort sur le concert des nations. Aujourd'hui, vous regardez le côté énergie. Beaucoup d'efforts sont faits. L'école a été transformée. Ça, c'est pas... Il faut le reconnaître. Auparavant, même un exemple simple, basique, les rentrées n'étaient pas faites aux mêmes dates. Il y a des gens, certains privés pêchaient sous les actes, la police d'escroquer les parents d'élèves. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit non. Il faut uniformiser les choses et il faut casser les coûts, de la scolarité. Et en plus de cela, l'éducation est en train d'être transformée pour prendre en compte les valeurs endogènes pour amener la morale à l'école. Et ça, c'est très important. Hier, on a vu des élèves qui ont brûlé des drapeaux au Burkina Faso. Aujourd'hui, vous sortez en circulation. Est-ce que les gens brûlent les feux au hasard? Parce que hier, l'État était absent. Il n'y avait pas l'autorité de l'État. Aujourd'hui, nous sentons que l'autorité de l'État est présente. On ne peut pas avancer, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des yeux. Il faut que les Burkinabés comprennent qu'une loi est faite pour être respectée. Malgré les contraintes que ça nous impose, il faut la respecter pour l'ordre et la discipline. Aucun pays ne peut se construire dans les désordres. Et le capitaine l'a rappelé. Voilà pourquoi nous, on a dit, il est temps que nous laissons tomber, que chacun d'entre nous laisse tomber les anciennes pratiques et prend le terrain, en marche. Et il a dit quelque chose d'une manière subtile. C'est un appel à tous ceux qui avaient cette pratique hier, que ce soit politique ou autre, qui étaient dans certaines pratiques. Il a dit aux gens, simplement, arrêtez, oubliez ces pratiques-là. La machine est là pour tout le monde. Prenez le terrain en marche.
on parle de la transition, comment on appelle, la révolution des comptes personnes. Il faut qu'on regarde dans la même direction pour soutenir les efforts, pour que notre pays puisse trouver l'équilibre et, comment on appelle, le salut pour demain. Dans beaucoup de domaines, il y a des avancées. Ça, il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être, démagogue, il faut les reconnaître. Si ton petit frère a... Nous avons échoué en 2014. On a fait un travail colossal sur le terrain pour faire partie de Blaise Compaoré. Mais on n'a pas pu récupérer le pouvoir en son temps. La jeunesse a péché. On allait chercher, que j'ai salué au passage, un retraité qui est venu prendre le pouvoir pour gérer une transition. Mais si en son temps on s'était imposé, un jeune allait être à la tête de ces pays, et peut-être que c'est à ce moment-là qu'on allait commencer la révolution. Mais si on a échoué là-bas et que nos petits frères, avec courage et abnégation, sont venus prendre le pays en sacrifiant leur vie pour donner une directive, quand tout complexe des côtés, nous devons les accompagner. Merci. Et ça, il faut les reconnaître. Merci. Notre temps d'entretien est terminé déjà, M. Ouedraogo. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Quel serait votre mot de fin en 30 secondes? Mon mot de fin est toujours un appel à la jeunesse de se mobiliser pour le Burkina Faso, de se mobiliser pour que nous puissions se battre sérieusement. Il est hors de question que d'autres jeunes acceptent d'aller mourir au front. Et nous sommes en ville et on pose des actes, comme on appelle des désobéissances, on pose des actes de déstabilisation. C'est impensable, c'est inadmissible. Restons burkinabés, restons dignes, accompagnons le capitaine Ibrahim Traoré pour un Burkina de demain, un Burkina réconcilié avec lui-même, un Burkina prospère. Merci beaucoup, M. Yacouba Ouedraogo. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Merci, madame. Merci à Savane FM. Merci bien. À Savane TV. C'est ça. Restez avec nous. On s'arrête ici également pour l'émission de ce matin. Le temps imparti est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouvera, Inch'Allah, demain, vendredi, pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et on se dit tchuss.